la Ligue des droits de l'homme s'est préoccupée de la justice militaire et de la question des fusillés par les conseils de guerre pendant la Première Guerre mondiale durant les événements eux-mêmes, puisqu'elle s'était constituée au moment de l'affaire Dreyfus à cause d'un jugement d'un conseil de guerre, précisément, qui avait condamné à la détention à perpétuité le capitaine Dreyfus pour espionnage, et elle avait mis en cause le fonctionnement de la justice militaire dès cette époque. Et quand Dreyfus a été, dans un premier temps, amnistié, bien en 1904, c'est-à-dire 10 ans avant la guerre, elle lance une pétition pour la réforme de la justice militaire et pour cesser que les tribunaux militaires en particulier soient compétents hors des périodes de conflit, posant aussi la question de leur fonctionnement pendant les guerres. Donc, en août 14, au moment où la Première Guerre mondiale se déclenche, elle est très sensibilisée, préoccupée par cette question, et elle va, pendant la guerre elle-même, se préoccuper de la question, émettre des revendications par rapport aux cours martiales instaurées, enfin, ce que l'on appelait usuellement les cours martiales, c'est-à-dire les tribunaux d'exception à 3 juges, instaurés au début de la guerre et qui vont fonctionner jusqu'en avril 1916. Et elle va être l'un des vecteurs de la revendication de leur abolition, de ces cours spéciales. Et ensuite, elle va se préoccuper des demandes de grâce qui avaient été rétablies, donc en 1916, pour les condamnés, pour un certain nombre de condamnés du moins, et elle s'est préoccupée aussi des droits de la défense, parce qu'un certain nombre de ces avocats, d'avocats qui faisaient partie de ceux à qui elle faisait appel dans tel ou tel cas, eh bien, ont plaidé pour des prévenus devant les tribunaux militaires. Donc, elle intervient pendant la guerre de manière plutôt discrète, je dirais, pas tellement publique. D'abord, il y avait la censure, il y avait un certain nombre d'entraves à ces publications, à ces activités, bien qu'elle les maintienne quand même pendant toute la guerre. Et puis surtout au lendemain de la guerre. Alors là, elle avait accumulé des dossiers sur un certain nombre de cas. Je pense à l'une des plus connues, l'affaire des caporaux de soins, hein, l'affaire Théophile Maupas et ses 3 compagnons caporaux, originaires de la Manche, qui avaient été donc fusillés. Et après un jugement d'un conseil de guerre, elle intervient, après avoir constitué un dossier pendant la guerre elle-même, dès le lendemain de la guerre, pour obtenir leur réhabilitation. Chose qu'elle obtiendra assez tard, au moment de l'instauration de la Cour spéciale de justice militaire, qui siège entre 1932 et 1934, en gros. Voilà. Donc, elle se préoccupe pendant la guerre, avant la guerre même, mais surtout pendant la guerre de ces fusillés, et autres jugements des conseils de guerre, parfois qui ont des conséquences dramatiques pour les condamnés. Hein. Donc elle se préoccupe pendant la guerre, et au lendemain de la guerre, elle mène campagne pour la réhabilitation des fusillés, le retour d'un certain nombre de condamnés qui avaient été envoyés dans des bagnes coloniaux pendant la guerre, sous le couvert d'une condamnation aux travaux publics, ce qu'on appelait travaux publics, et elle mène toute une série de campagnes et d'actions au lendemain de la guerre, dans les années 1920 et au début des années 1930. Hein. Alors, pour en venir à la question actuelle, disons qu'à partir de 1934, la Ligue des droits de l'homme cesse de faire de cette question une question de son action publique, si je puis dire. Hein. Il y avait, en 1934, d'autres préoccupations en Europe et en France, et elle les met, elle leur accorde la priorité, si je puis dire, et donc c'est le Front populaire, etc., et l'enchaînement des années 30, puis de l'occupation.
Donc cette question, elle est comme reléguée, elle est laissée en suspens, si je puis dire, à partir de la fin de cette Cour spéciale de justice militaire. Il faut attendre des travaux d'historiens, je pense à la première édition du livre de Nicolas Weinstadt à la fin des années 1990, 97, quelque chose comme ça, pour qu'elle réinvestisse cette question comme d'abord un patrimoine de son histoire, et puis comme une question qui n'était pas complètement close, si je puis dire. Parce que, je prends un exemple, la Cour spéciale de justice militaire, mise en place au milieu des années 30, était chargée de réhabiliter, donc de lever les condamnations, de casser les condamnations d'un certain nombre de soldats qui n'avaient pas pu bénéficier de décisions de cour d'appel ou de cour de cassation auparavant. Et là, il y a eu, dans le cas précisément des caporaux de soins, dans le cas d'autres affaires, je pense à l'affaire de Fliret par exemple, des décisions prises qui permettaient d'innocenter les condamnés en question. Mais il y avait des délais pour cette Cour spéciale de justice militaire. Et quand une famille s'est réveillée un peu trop tard pour présenter un dossier, on lui a opposé un délai qui était fixé par la loi qui instaurait cette Cour spéciale. Donc, c'est un exemple, si vous voulez, un exemple de cas qui n'ont pas pu à l'époque être réglés dans le sens d'une réhabilitation pour une question simple de procédure et de délai de présentation des dossiers. Donc, la Ligue des droits de l'homme, quand elle s'est réintéressée, si je puis dire, à la fin des années du XXe siècle et au début du XXIe siècle à cette question, il y a eu aussi les procédures britanniques qui ont contribué à faire réémerger cette question. Eh bien, quand elle s'est réintéressée, qu'elle a pris conscience que le dossier n'était pas clos, que l'on approchait du centenaire de la Première Guerre mondiale, eh bien, elle s'est dit il faut qu'on termine une réhabilitation qui a connu des étapes importantes et des résultats, mais qui n'est pas complètement achevée. Donc, elle est pour poursuivre, si ce n'est achever, parce qu'on ne peut pas mettre un point final à quoi que ce soit en histoire ni du point de vue de l'action publique, mais en tout cas, revenir sur cette question des fusillés pour l'exemple et de la justice militaire de la Grande Guerre. Donc, elle demande que l'on poursuive la réhabilitation. Elle pense, comme le rapport de la commission, enfin du conseil scientifique de la mission du centenaire le signale très bien, elle pense que des procès ne sont plus possibles en révision. On ne peut pas recommencer des procès, c'est bien clair. Plus aucun des protagonistes de l'époque ne sont vivants aujourd'hui, donc il serait absurde de refaire un procès pour revenir sur une condamnation antérieure. Mais elle pense que dans un certain nombre de cas, l'examen des dossiers devrait permettre de transmettre à la Cour de cassation un avis concernant la cassation sans renvoi des jugements de condamnation. Comme cela s'était produit en 1906 dans le cas de la condamnation du capitaine Dreyfus, où finalement la Cour de cassation, 12 juillet 1906, avait statué sur la cassation sans renvoi de la condamnation en 1894 du capitaine Dreyfus pour espionnage, etc. Donc, elle pense que dans certains cas, il serait possible, sans faire de nouveaux procès, de casser un certain nombre de décisions qui, au regard des historiens
et des citoyens d'aujourd'hui et des associations d'anciens combattants qui se sont penchés sur le sujet devraient permettre de conclure que ces condamnations n'auraient pas dû être prononcées et surtout être exécutées aussitôt. Pour transmettre à la Cour de cassation des cas avec un avis suggérant que les condamnations soient cassées, cela implique que les cas en question soient étudiés par, effectivement, cela pourrait être le cas d'une commission désignée, instaurée par une loi, par un décret. Bon, ça relève du politique et du législateur, mais en tout cas, il faut que ces dossiers soient examinés, soient mis en exergue dans la masse des condamnations qui, comme le souligne le rapport du Conseil scientifique présidé par Antoine Prot, étaient diverses et relevaient de différents délits ou accusations. Donc, certains cas pourraient être isolés, prélevés, mis en exergue, examinés. La commission pourrait conclure de l'examen du dossier que ces cas relèvent ou s'apparentent de ceux qui avaient été réhabilités déjà, soit par des jugements de cour d'appel, soit par des décisions de la Cour de cassation, soit par la Cour spéciale de justice militaire, et qui ne l'ont pas été pour différentes raisons encore, si vous voulez. C'est le cas, par exemple, du lieutenant Chapelain, pour lequel le ministre délégué aux anciens combattants avait fait une annonce de lui décerner la mention Mort pour la France le 11 novembre 2012. C'est une annonce qui témoigne de la même préoccupation, si je puis dire, mais qui n'a pas vraiment la base juridique que pourrait avoir une décision de la Cour de cassation en bonne et due forme pour ce cas et d'autres qui, en l'occurrence, apparaissent comme devoir faire l'objet d'une réhabilitation. Dans la mesure où la Ligue des droits de l'homme est préoccupée de cette question de la réhabilitation dès le lendemain de la guerre, publiquement dès le lendemain de la guerre, et a mené campagne sur ce thème, et considère que le dossier n'est pas clos, eh bien, la première de ces propositions, celle de ne rien faire, ne nous semble pas satisfaisante, car pour nous, la question n'est pas complètement traitée, si je puis dire, par la société française et par ses institutions. Et elle devrait l'être à l'occasion du centenaire. Donc la première proposition ne nous convient pas, ne semble pas bonne. Parmi les autres, il y a celle de suggérer une inscription sur les monuments aux morts, je crois que c'est la 4e si je me souviens bien. Hein. Celle-là, on ne peut qu'y souscrire, mais on peut constater quand même que des inscriptions sur les monuments aux morts ont eu lieu dès l'époque de la guerre et de ses lendemains déjà, y compris pour des condamnés à mort suite à un jugement des conseils de guerre. On se rend compte que d'eux-mêmes, des municipalités ou des responsables de cette érection d'un monument aux morts eh bien, ont mis le nom d'un tel, un conscrit du village, qui avait été tué dans ces conditions, qui était mort dans ces conditions. Donc, ne serait-ce que sur les 650, 700 condamnés à mort après condamnation d'un conseil de guerre, un ouvrage récent relève qu'un grand nombre sont déjà sur les monuments aux morts. Donc, bon, ce ne serait pas une grande annonce ni une grande décision que de préconiser que les noms y figurent. Et s'ajoute le problème de l'hétérogénéité de cet ensemble des condamnés à mort suite à une condamnation des conseils de guerre, parmi lesquels figure un petit nombre
de militaires qui se sont rendus coupables de crimes de droit commun, soit en permission, soit sur le front, ou ce qui peut s'apparenter à des affaires un peu troubles qui mettent en cause peut-être leur responsabilité. Donc il y a une hétérogénéité. La commission, le conseil scientifique a très bien pointé la différence de tel ou tel cas. Donc ça ne peut pas être une mesure générale de préconiser l'inscription sur les monuments aux morts. Ça implique aussi une étude des cas. La commission, le conseil scientifique plutôt, a également préconisé, a évoqué, sauf erreur de ma part, une déclaration, une nouvelle déclaration des autorités publiques, du président de la République, par exemple. Nous ne sommes pas non plus partisans de cette... Nous ne pensons pas qu'une telle déclaration permettrait de clore vraiment le dossier. Il y a eu donc en novembre 1998 une déclaration du Premier ministre de l'époque, Lionel Jospin, qui avait réouvert aussi ce dossier. Ça avait contribué d'ailleurs à ce réintérêt de la Ligue des droits de l'homme pour cette question. Y ajouter une autre, après les quelques phrases prononcées par le président de la République, Nicolas Sarkozy, en 2008 et 2009, ne nous semble pas permettre vraiment de résoudre la question. Si vous voulez, on est par rapport à cette page d'histoire qui nécessite une parole du politique ou une décision du pouvoir politique, parce qu'il s'agit de quelque chose d'un petit peu négligé de la mémoire nationale, si vous voulez, une sorte de trou de mémoire. Hein. De ce point de vue-là, et bien que les événements ne peuvent pas du tout être comparés, on peut faire référence à la déclaration du président de la République sur les responsabilités françaises dans la période de l'occupation. Les événements ne sont pas comparables, mais le phénomène, la nécessité pour le président de la République, pour les pouvoirs publics de parler et de dire les choses sur un phénomène occulté peuvent être mises en parallèle. Donc, dans le cas de la déclaration de 1995 du président de la République sur cette autre page d'histoire, elle avait été précédée par un travail historiographique important. Dans les 20 années qui avaient précédé, une série d'ouvrages, de films documentaires étaient parus, avaient été diffusés et avaient contribué à établir les faits, ce qui fait que le président de la République s'est trouvé en position de dire au nom de la République des choses que les historiens avaient déjà décrites. Dans le cas de la Première Guerre mondiale, on est un petit peu dans une situation différente, dans la mesure où l'historiographie a certes progressé sur le fonctionnement de la justice militaire, les fusillés pour l'exemple, mais elle en est, grâce aux travaux du général André Bach et d'autres travaux, elle en est encore, nous semble-t-il, à ses débuts, si vous voulez. Donc on ne peut pas considérer que le pouvoir politique aurait quelque chose de tellement neuf à dire par rapport à ce que le Premier ministre avait dit en 1998, par exemple. Donc il ne s'agit pas pour nous de demander au pouvoir politique une parole qui clorait le dossier, si vous voulez. Donc il s'agit plutôt de favoriser un travail historiographique et d'enquête et d'établissement des faits qui s'accompagnerait d'une réhabilitation qui ne peut être que judiciaire sous la forme que nous avons proposée, mais pour être véritablement une réhabilitation, eh bien, il ne peut passer que par ce type de procédure, nous semble-t-il. Dans le rapport du Conseil scientifique de la mission du centenaire, il est pointé, à juste titre, qu'il n'y a pas la même demande sociale que dans l'entre-deux-guerres. Et il est dit que dans les années 1920, par exemple, c'était les familles qui allaient
frapper à la porte des associations pour leur demander de faire quelque chose dans le sens de la réhabilitation. Alors qu'aujourd'hui, dit le rapport, ce sont les associations qui renseignent les familles et les informent de tel ou tel fait, les incitant à se préoccuper de questions qu'elles n'avaient plus tellement en mémoire. Ce n'est pas complètement faux, mais cela s'explique par la distance temporelle entre les faits et puis notre époque d'aujourd'hui, et cela ne délégitime absolument pas la cause de la réhabilitation, si je puis dire. Je prendrai un autre exemple où c'est un peu le même phénomène qui se produit, ce que l'on a appelé le travail de vérité à propos de ceux qu'on appelle les justes, c'est-à-dire ceux qui ont, pendant l'occupation de la France, caché des enfants, des adolescents, souvent en même temps, souvent les mêmes des résistants, etc., eh bien, certains ne sont absolument pas d'eux-mêmes ni leur famille, car certains sont morts depuis et la mémoire s'est transmise dans les familles aussi, préoccupés de quoi que ce soit, ne sont pas demandeurs. Et là, ce sont des associations qui s'occupent des enfants cachés, des justes, etc., qui font des recherches et qui disent « mais madame, vous-même ou vos parents, votre oncle et tante avaient, etc., d'après ce qu'on trouve comme témoignage ». Et c'est une mémoire qui est aussi ravivée par des associations. Et cela ne délégitime pas du tout le travail entrepris autour de cette question de mettre en exergue le rôle des Français qui ont fait des actes de résistance au quotidien, si je puis dire, ou d'aide ou de solidarité au quotidien, et qu'on en a appelé les justes. C'est tout à fait utile de le faire, mais ce n'est pas une demande sociale non plus. Ce n'est pas des familles que partent la demande de reconnaissance du rôle de ceux qui ont été courageux à l'époque. J'aurais aimé parler de l'enjeu actuel, si je puis dire. On peut y aller? Oui. Alors, cette question de la réhabilitation des victimes des tribunaux militaires est une question d'histoire, bien sûr, mais c'est une question aussi qui relève d'un certain débat civique par rapport à nos préoccupations actuelles sur ce que doit être une armée républicaine. Une armée qui, bien sûr, pour être efficace, obéit à des principes de hiérarchie et de discipline, mais qui en même temps est une armée d'un État démocratique et donc accepte que ses militaires soient en même temps des citoyens, si vous voulez. Et donc, il y a un exemple qui peut être mis en avant et qui résume bien la dimension civique, si je puis dire, de la question des victimes des tribunaux militaires. Un des condamnés à mort, un instituteur, Paul Breton, le 20 mai 1917, au moment où différents mouvements on a dit, de mutinerie, mais souvent il ne s'agissait que de simples refus de remonter à l'assaut ou de grève des armées ou de grève des tranchées, ont dit certains historiens. Donc, mai 1917, des mouvements collectifs s'opèrent dans, semble-t-il, au moins la moitié des régiments de l'armée française, et des soldats sont désignés comme porte-parole. C'est le cas de cet instituteur, Paul Breton, donc dans le secteur du chemin des Dames, qui est choisi comme délégué, si je puis dire, parce que justement sa profession a motivé ce choix, quoi. Donc, instituteur à Asnières, 21 ans, il est épinglé, si je puis dire, comme meneur. Et donc, il passe en conseil de guerre, condamné à mort, et à partir de là, le dossier de ce condamné à mort précise que
l'accusé déclare « Nous sommes une armée républicaine que nous voulons républicaine, alors que vous voulez toujours avoir la parole, dit-il aux officiers. » Donc cela implique une certaine conception de la citoyenneté des hommes sous l'uniforme et de leur droit à la parole, quitte à ce que la discipline obéisse à des règles, bien entendu. Et ça exprime une certaine demande qui, nous semble-t-il, à la Ligue des droits de l'homme, est aussi une exigence, une problématique d'aujourd'hui, à l'époque où les forces de défense françaises sont engagées dans tel ou tel théâtre d'opération et se pose la question de l'obéissance de la part des militaires à tel ou tel ordre qui pourrait être contraire aux conventions internationales signées par la France ou autres, si vous voulez. La question de la citoyenneté des militaires dans une armée républicaine nous semble posée à travers cette question d'histoire qui est en même temps une question du présent.